Bonjour à tous, le tant attendu deuxième épisode sur l'interrupteur sans fil est enfin sorti. Promis, aujourd'hui on parle réalisation concrète, avec de l'électronique, beaucoup d'électronique. Trop bien, ça marche. Avec notamment ces deux questions qu'on a laissées en suspens, comment alimenter les Arduino sans transformateur pour gagner de la place, et aussi comment commander le 230 volts du secteur à partir d'une carte électronique qui ne peut délivrer que du 5 volts. J'espère qu'on aura le temps de tout voir parce qu'on a du pain sur la planche, alors sans plus attendre, allons-y. Tout d'abord, désolé pour le retard, vous vous en doutez, je dois aussi travailler pour éviter de mourir de faim et pour payer les intérêts de la dette de la France à ses créanciers qui sont déjà millionnaires. Comme l'épisode précédent remonte un peu, revoyons le schéma global de la réalisation. Ce sont ces deux parties qu'on va voir aujourd'hui, l'alimentation et la commande du courant du secteur. Je ne vais pas revenir sur la transmission radio, c'était l'objet de la dernière fois. Voyons donc comment alimenter tout ça. Un internaute a vendu la mèche dans les commentaires de l'épisode précédent. Pour une alimentation sans transformateur, on utilise un condensateur. Il y en a de toutes sortes, de toutes les couleurs, et tout ce que vous voyez là sur la table, ce sont des condensateurs. Comment fonctionne ce composant? Eh bien tout simplement un peu comme une mini batterie. Il stocke de l'énergie électrique et peut ensuite la restituer. Regardez, si je charge ce condensateur à l'aide de mon alimentation 9 volts au travers d'une résistance pour limiter le courant. Voilà. Et si ensuite je le connecte à une LED, une simple LED, eh bien celle-ci s'allume brièvement. La quantité d'énergie stockée est vraiment très petite, et d'ailleurs ce n'est pas vraiment en tant que batterie qu'on les utilise. Ils ont plein de propriétés très intéressantes que je ne vais pas toutes détailler parce que ce serait un peu trop long, mais surtout, en présence de courant alternatif, ils se comportent comme une résistance. Et plus fort encore, cette résistance dépend de la fréquence du courant. À l'extrême, cette résistance est même infinie en présence de courant continu. Les condensateurs bloquent le courant continu. Regardez, j'ai ici mis une LED en série avec un condensateur et une résistance de protection. Et si je branche à tout ce beau monde mon alim 9 volts, bon, vous voyez, la LED s'allume brièvement lors de la charge du condensateur, mais après plus rien. Elle s'éteint. Le condensateur bloque le courant continu. Par contre, en la remplaçant par une alimentation 5 volts, mais qui cette fois-ci est alternative, de fréquence 50 Hz, eh bien ça marche beaucoup mieux. Je peux même retirer la résistance en série, puisque le condensateur lui-même va jouer le rôle de résistance, et j'ai juste besoin d'ajouter une diode en inverse de la LED pour les alternances négatives. Et regardez, la LED s'allume. Oh bah super! Alors vas-y, ça y est, on sort l'Arduino. Wow! Malheureux, certainement pas. Ah? Ben oui, c'est loin d'être au point, même pour une simple LED. Déjà à l'allumage, comme le condensateur est déchargé, un pic de courant le traverse, et ensuite notre Arduino a besoin de courant continu. Or là, on a toujours du courant alternatif en sortie. Mais bon, ces petits soucis ne sont pas trop compliqués à résoudre avec quelques composants supplémentaires. Voici le schéma final que j'ai tiré de l'excellent site sonelecmusic.com. Je vous mets le lien dans la description. Notez la présence d'un régulateur 7812 pour obtenir une tension régulée de 12 volts en sortie. J'ai réalisé ici le circuit et je commence par alimenter prudemment une LED. Vous le voyez, ça fonctionne. Je vais mesurer prudemment la tension en sortie du montage et on obtient bien nos... Quoi? 4,41? Bah, c'est quoi ce délire? Oh le boulet! Oh le boulet, j'ai commandé des diodes Zener de 5 volts au lieu de 15. Oh le boulet, le boulet, le boulet, le boulet. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Le gros danger de ce montage, c'est qu'il n'y a pas de transformateur d'isolement entre le secteur 230 volts et la partie basse tension. Donc, on évite à tout prix d'utiliser des composants bas de gamme pas chers. Et surtout, on fait très attention, on revérifie au moins 3 fois son montage. L'avantage par contre, c'est qu'on gagne vraiment en place et en poids. Ce n'est pas pour rien que les fabricants aujourd'hui privilégient ce type de montage plutôt qu'une alimentation à base de transformateurs. Transformateurs qui ne rentreraient pas dans votre chargeur de téléphone. Ouais, mais je trouve que ça prend toujours un peu trop de place à mon goût, hein. Genre, j'aimerais bien un circuit intégré qui reprenne l'ensemble. Eh bien, ça existe. Laissez-moi vous présenter le Max 610. Avec seulement quelques composants additionnels, il fait exactement la même chose que mon montage précédent. D'où un gain de place salvateur. Voilà le schéma final auquel j'aboutis, inspiré de la datasheet du circuit.
D'ailleurs, quand on regarde la dite datasheet, on trouve le schéma interne du circuit, qui n'est en fait qu'un pont de diodes pour n'avoir que des alternances positives, un pont redresseur donc, suivi d'une diode Zener pour sa sortie 12 volts, elle va stabiliser la tension, et un régulateur de tension pour la sortie 5 volts. En fait, c'est presque le même schéma que moi, les condensateurs en moins, ce qui explique que j'ai dû les rajouter ici. Test du montage, toujours avec une LED, pour éviter de griller une Arduino pour rien, c'est mieux. On va mesurer très prudemment la tension en sortie. Voilà, donc cette fois-ci on a bien nos 12 volts, c'est parfait. J'en profite donc pour tester avec une Arduino, comme vous le voyez, elle s'allume. Tout a l'air de bien se passer, pas de fumée. On va regarder combien ça tire en courant avec cette pince ampère-métrique. Donc ça on la place en courant alternatif autour d'un seul des câbles. Voilà. 0,067 ampères, donc 67 milliampères. Mesure de courant côté basse tension. 46,3 milliampères, je ne sais pas si vous le voyez, 46,5, on est proche du maximum. On va refaire un petit point sur l'isolation du montage vis-à-vis du secteur, parce que je me rends compte que je vous ai peut-être un peu induit en erreur en parlant tout à l'heure des chargeurs de téléphone portable. Je vous ai dit qu'ils utilisent un montage similaire au mien, or c'est pas tout à fait vrai parce que leur sortie, elle, est bien isolée du secteur. Certains youtubeurs l'ont montré, comme par exemple celui-ci, ce youtubeur canadien que vous connaissez peut-être. If I touch between this connection and Earth, I should be totally safe because they are isolated. Donc je vais vous montrer avec quelques mesures en quoi ça consiste précisément. J'ai ici mon alimentation branchée sur le secteur aussi avec un transformateur d'isolement qui sort du courant alternatif en 5 volts. Et on va faire quelques mesures pour vous expliquer tout ça. Donc si vous en doutiez, hein, 232 volts, voilà. Justement, ce que je voulais vous montrer, c'est si je prends le secteur en entrée et la masse de mon montage, en sortie, côté basse tension, on a 229 volts, donc elle n'est pas du tout isolée. Ça veut dire que si vous avez une phase qui traîne quelque part, qui est mal isolée pour je ne sais quelle raison, et que vous touchez la masse de mon montage côté basse tension, vous êtes électrocuté. Maintenant, si je prends comme référence de tension la masse de ma sortie, de la sortie de mon alimentation isolée, avec un transformateur d'isolement, et que je mesure par rapport à la phase du secteur, alors j'obtiens quand même une faible tension, 66 volts, faible c'est tout relatif, hein. Mais en réalité le courant que ça pourra délivrer sera très faible, il y a toujours quelques fuites en fait, mais en réalité ce courant va s'effondrer tout de suite si jamais vous connectez une charge, donc en réalité c'est bien isolé. Je vais vous montrer avec un chargeur de téléphone cette fois-ci, avec la masse d'un chargeur de téléphone, c'est encore plus flagrant. J'ai mis une des pattes sur la masse de mon chargeur de téléphone, et si je prends mon 230 volts en entrée, vous voyez il se passe à peu près la même chose en fait. Je suis un poil déçu du résultat. Si je vous dis encore une fois que quand j'avais fait mes tests, j'avais bien 0 volts, bon. On va aller encore un cran plus loin cette fois-ci. J'ai mis entre la masse de mon alimentation isolée par transformateur et la phase, j'ai mis une résistance de 330 ohms, donc je les ai reliés, je les ai connectés, et on va voir combien de courant, enfin quelle est la tension à ces bornes. Donc avec ça et la loi d'Ohm, évidemment, on peut déterminer le courant qui circule dedans. Bien ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, là la tension borne de la résistance, elle est nulle. Le multimètre n'arrive même pas à la mesurer. Donc en fait, ça veut dire que le courant qui circule est nul. On a bien un transformateur qui est isolé, une sortie du transformateur, pardon, qui est isolée du secteur. Je ferai le montage définitif à la fin pour avoir tous les composants sur la même platine, pour gagner de la place. Et justement, pour ça, il faut traiter maintenant la question de l'allumage de la lampe. Et à cette fin, les vrais savent quels composants on va utiliser. Un triac. Bah quoi, tu connais pas le triac? Excuse-moi, mais si à 50 ans t'as jamais utilisé ton triac, t'as raté ta vie, hein. Vous connaissez sûrement le transistor, enfin au moins de nom. Pour faire simple, très simple, c'est un composant à 3 pattes qui marche comme un interrupteur commandé. Si on envoie un courant électrique sur la patte de déclenchement, appelée base, un courant circule entre les deux autres, le collecteur et l'émetteur. Ce courant entre collecteur et émetteur est d'ailleurs beaucoup plus important que la base, on peut même s'en servir comme amplificateur, c'est un des buts. Tout ça, c'est bien, mais ça marche en courant continu. Or, nous, on a de l'alternatif. Donc, il change de polarité 100 fois par seconde. Comment faire? Eh bien, en utilisant son cousin, le triac. Il fonctionne presque de la même manière, mais en courant alternatif. Quand on envoie du courant dans la gâchette, c'est comme ça que ça s'appelle, le composant devient conducteur et du courant donc circule entre ces deux autres pôles. C'est d'ailleurs le composant qui est au cœur du montage de mon web gradateur de lumière.
Une de mes vidéos qui commence à dater, hein, elle remonte au tout début de ma chaîne. Probablement ma réalisation qui m'a le plus resservi par la suite. Pour être précis, un triac conduit le courant une fois qu'il a été amorcé par un courant de gâchette suffisant, et ceci même si on supprime le dit courant de gâchette. En réalité, il reste conducteur jusqu'à ce que le courant entre ces bornes devienne très faible ou nul, ce qui se produit tout de même une centaine de fois par seconde en courant alternatif si on est sur le secteur à 50 Hz. Donc, pour ce faire, il va falloir activer en permanence la gâchette de notre triac. Ce fonctionnement, il le partage avec son frérot, le thyristor, qui par contre, lui, fonctionne en courant continu, comme son cousin, le transistor. Toute une histoire de famille. Avant de faire des bêtises, on va le tester en 5 volts avec mon alimentation alternative. Je l'ai branché ici avec une LED et quelques résistances, et vous voyez, si je connecte cette résistance qui est branchée à la gâchette, la LED s'allume. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais bon, pas terrible, hein. On aurait pu faire pareil avec un simple interrupteur. Mais maintenant, voici le vrai intérêt de ce composant. J'ai une carte Arduino ici, qui est alimentée et reliée en USB à mon ordinateur. J'y ai branché à une de ces bornes la gâchette du triac par l'intermédiaire d'un optotriac. Je vous expliquerai pourquoi après. Ce triac est alimenté, lui, par le courant du secteur, le 230 volts, donc on met pas les pattes. Et j'y ai branché aussi à ces bornes une lampe. Voici à quoi ressemble le schéma final. Dans l'Arduino, on a un petit programme qui tourne et qui écoute le port série et qui attend, en provenance de l'ordinateur, le caractère O, comme output en anglais. Ce caractère, si on l'envoie, il va provoquer la commutation de la sortie de mon Arduino et donc allumer ou éteindre la lampe. Regardez. Et voilà. Et donc là, je pilote le 230 volts du secteur avec le 5 volts de mon Arduino. Mission accomplie. Petit aparté sur l'optotriac, tout est dans le nom, c'est un triac qui fonctionne optiquement. Concrètement, on retrouve bien une gâchette, mais elle est commandée par de la lumière. Lumière qui est émise par une LED dans le même boîtier. Regardez, son schéma ressemble à ça. À l'intérieur du composant, on a une LED qui fait face à un triac à gâchette optique. Quand on alimente la LED, le triac devient passant. L'intérêt de ce composant, c'est d'isoler électriquement la partie secteur de la partie basse tension. Ça veut dire qu'il n'y a plus de connexion physique entre les deux, tout passe par de la lumière, et c'est beaucoup plus sûr. Seulement, le petit optotriac n'est pas assez puissant pour contrôler une lampe, donc je lui demande de commander un autre triac qui, lui, le peut. Voilà, et maintenant qu'on sait comment faire, eh bien il n'y a plus qu'à souder. Mais c'est pas du tout les borniers que je voulais, ils sont beaucoup trop petits. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais qu'est-ce que j'ai foutu quand j'ai commandé? J'étais bourré ou quoi? Manifestement, le niveau de la bouteille ne plaide pas vraiment en ma faveur. C'est une catastrophe, c'est un désastre. J'ai réussi à griller mes deux Max 610 et en prime les Arduino avec. Pourquoi? Parce que je me suis trompé de résistance en série avec le condensateur. Donc à l'allumage, ça fait un pic de courant et puis... plus rien. Le plus décevant, c'est que ça n'a même pas fait la moindre étincelle. Il était pourtant pas si mal, ce petit alcool polonais. Et en plus, ce circuit est devenu une rareté sur Internet, parce qu'il n'est plus fabriqué. Va falloir trouver une autre solution. Et pourquoi dans la vraie vie, c'est pas comme dans les vidéos des autres, où tout a l'air facile comme ça, limite, tu sais, il claque des doigts et puis... il y a tout qui marche, quoi. Et bien vous savez quoi? Ça fait rien. J'ai dit qu'aujourd'hui on fait un interrupteur sans fil, alors on va aller jusqu'au bout. On reprend tout à zéro. Voilà, le circuit est prêt. Ben maintenant on va faire un test. Avant de mettre l'Arduino. J'aurais peut-être dû commencer par là la fois dernière. Ouais, tant pis. Ça semble bon. Voilà, on a notre secteur qui arrive là. Et si je regarde la sortie ici, ah ben voilà, 12 volts. Magnifique. On va en profiter pour tester le triac. J'ai branché une lampe à sa sortie et je vais le commuter. Je vais commuter sa gâchette avec un tournevis pour faire contact. Chose à ne pas trop faire en théorie, mais bon, on va faire ça vite fait. Voilà, parfait. Même le triac fonctionne, c'est impeccable. Le courant qui alimente la lampe ne passe pas dans le tournevis. Hein. Le tournevis n'est là que pour faire contact avec la gâchette du triac et le courant qui passe dans la lampe, il circule dans le triac, directement.
Et maintenant on teste avec une Arduino pour de vrai. Attention. Trop bien, ça marche. Ah, je suis content alors. Vous savez, plus j'avançais dans ce projet, plus je me rendais compte que jamais ça ne rentrerait dans le mur. Ah, tu vas rentrer, saleté. Déjà, vous avez vu la taille du condensateur? Pas moyen de faire mieux. Salope, mais tu vas rentrer. Et puis aussi, je voulais rajouter un boîtier autour pour plus de sécurité. Ce qui va prendre encore plus de place. Tu vas voir, je vais te faire rentrer, moi. Bref, à un moment, il faut savoir être raisonnable et puis voir les choses en face. Bon, mais plutôt que de tout abandonner, j'ai eu une autre idée. Je vais intégrer ces circuits dans des boîtiers sur lesquels j'ai monté une prise et un interrupteur. Et je vais faire un interrupteur sans fil à usage général. Genre pour allumer les lumières de mon labo ou un radiateur, tout ça à distance. Le reste, ça n'est plus que de la programmation, je vous mets le code source en ligne si ça vous intéresse. Voici le résultat final, je trouve ça plutôt élégant. J'ai utilisé des boîtiers de raccordement qu'on met dans les caves principalement. D'un côté, bien sûr, j'ai monté dessus une prise au courant, et de l'autre, mon interrupteur. Et maintenant on va pouvoir le tester. Si ça n'explose pas... Ça a l'air d'aller. Ma fidèle lampe de test. Et là, attention. Et maintenant vient l'heure du traditionnel test. Pour allumer ou éteindre les lumières du labo. C'est galère avec une caméra à la main. Ça va être tout noir. C'est tout noir. Maintenant, la vraie question, c'est... Est-ce que ça va se rallumer? J'adore quand ça se passe comme ça. Nuit, jour, nuit, jour. Avant de se quitter, quelques mots sur la performance énergétique de l'alimentation. Tout à l'heure, on a vu qu'une Arduino consommait un courant de environ 50 mA au repos sans rien faire, hein, sous 12 volts. Donc si je fais le calcul... Ouais, j'ai la flemme. Donc ça nous fait 0,6 watts sous 12 volts. Et maintenant, je voudrais regarder ce que ça donne en entrée. En entrée du montage, combien on consomme de courant. Donc pour ça, j'ai ma pince ampère-métrique et un petit bricolage où je vais pouvoir mesurer sur un fil précisément. Et si je la mets là, voilà. Donc là, évidemment, je vais galérer à vous le montrer, mais on a environ 0,070 ampères, donc 70 milliampères. Bon, j'arrive pas à vous le montrer. 70 milliampères sous 230 volts. Ça nous fait 16 watts environ. Donc, si on prend, on a 16 watts en entrée et 0,6 en sortie, ça nous fait un rendement d'environ 4%. C'est minable. C'est pour ça, entre autres, que ce type de montage n'est utilisé que pour des faibles puissances. Vous vous rendez compte? En fait, ça veut dire que quand je branche mes interrupteurs, quoi qu'il se passe, même si je n'y touche pas, chaque côté va consommer 16 watts, donc 32 watts au total, en attendant sagement que j'appuie sur le bouton. C'est complètement nul. Heureusement que j'ai pas mis ça en dur dans mon salon parce que, rendez-vous compte, ça c'est la consommation d'environ 7 lampes telles que celles que j'ai dans mon lustre. Donc à ce compte-là, autant laisser la lumière allumée en continu, je vais consommer moins. Une des pistes que je pourrais explorer pour réduire cette consommation, ce serait de passer les Arduino en mode veille en attendant que j'appuie sur le bouton et de ne les réveiller qu'à cet instant. Bon, je n'ai pas eu le temps, ce projet était déjà assez dense comme ça, mais ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Qui sait, un bonus peut-être. Allez, un tout dernier test, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller avec le Triac. Je ne l'ai pas monté sur un dissipateur, donc ça me limite un peu en puissance. Et j'ai pris mon décapeur thermique qui tire sur la position 1 900 watts et sur la position 2 1600 watts. Donc j'ai envie de voir jusqu'à combien s'échauffe mon Triac. Pour ça, j'ai pris mon petit thermomètre à visée laser que j'avais utilisé dans une autre vidéo. 274 degrés. Prions pour qu'il ne parte pas en fumée. Allez, maintenant on n'y touche plus. Je mesure aussi le courant. Et donc l'ampèremètre m'indique 70 mA. C'est normal, c'est la consommation de l'Arduino, on l'a vu tout à l'heure. Attention, attention. Donc là, j'ai presque 4 ampères qui sortent, qui rentrent, dans ce sens-là. Presque 4 ampères. Allez, on regarde notre Triac. Je suis obligé de le tenir en même temps, sinon il va me cramer la table. Alors, le Triac, il dit 28. Ça commence à monter. Tout à l'heure, il était à 24. 30. 31. 30,8. Sans le brûler, mais non, c'est le décapeur thermique, c'est normal. Donc je suis toujours à 3,9 ampères là sur l'alimentation. 35, 35, 30, presque 36.
Là en fait je le fais fonctionner à mi-puissance, hein. Rappelez-vous il peut tenir 8 ampères normalement. Mais avec dissipateur, là je suis sans dissipateur. Bon, est-ce qu'on le teste à pleine puissance? Normalement 7 ampères c'est proche de la limite. On va faire un tout petit peu pour voir. Voilà, on est à 7 ampères là, 42. Ah ouais là ça monte là, 43. On va arrêter. J'ai pas envie de le griller quand même. Ça m'embêterait de tout refaire. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici, malgré les nombreux déboires. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Alors abonnez-vous pour ne pas les manquer. Surtout que ma chaîne fêtera ses 10 ans l'automne prochain. Ce sera l'occasion d'une petite vidéo anniversaire pour célébrer tout ça. À ne pas manquer, bien sûr. D'ici là, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à bientôt.